Bonjour Charles Walker. Bonjour Réa. Ou Francis Flicker. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Mulhouse. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet 2024. Nous sommes chez toi. C'est presque, on peut dire, comme un musée. Pas encore. Est-ce que tu peux nous te présenter, s'il te plaît? Je suis diplômé de sciences politiques parce que j'envisageais à un moment au début de ma vie professionnelle, et je suis resté en partie, un serviteur de l'État. Donc j'avais suivi des cours à la fois en sciences politiques dans le domaine de la gestion de l'État, de l'administration de l'État, de la science économique évidemment, le gouvernement économique de la France. Et je menais parallèlement des études de droit, parce que l'on disait à l'époque qu'un diplôme de sciences politiques ne menait à rien, et que donc il fallait faire autre chose pour être sûr de trouver un travail. C'était entre 1963 et 1968. J'ai été diplômé de sciences politiques en 1965, j'étais 5e de ma promotion, c'était pas trop mal. Et j'étais à ce moment-là en 3e année de droit. J'ai donc continué à faire du droit de façon à avoir une maîtrise, ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé en pleines études en mai 68, lorsqu'en mai 68 se sont produits les événements dont beaucoup de Français se souviennent encore aujourd'hui. Je m'en suis assez souvenu pour les transcrire dans le volume numéro 2 de ma tétralogie, là, qui est une petite histoire, comment dire, des contes du bord de l'île en Alsace. Et dans ce volume 2, il y a une petite nouvelle qui s'appelle Mai 68 à Strasbourg. J'ai essayé d'y retracer ce que j'avais connu à ce moment-là, qui était quand même assez extraordinaire, parce qu'on ne se souvient plus aujourd'hui que mai 68 n'a pas commencé à Paris mais à Strasbourg, ce qui est un scoop pour beaucoup. Et que devant l'affolement qu'avait produit le refus d'obtempérer de certains mouvements étudiants dans cette bonne ville alsacienne plutôt conservatrice a priori, il avait été décidé par le ministre des universités que l'on donnerait une autonomie à l'université pour lui permettre de se gérer elle-même. Et c'était l'os que l'on proposait aux professeurs et aux étudiants pour arrêter toute confusion. Ça n'a d'ailleurs pas suffi. Mais enfin, je tenais à rappeler ça. Donc j'ai assisté à tout cela à l'époque où les chanteurs à la mode étaient Janis Joplin, et où, comment dire, il y avait une certaine ambiance assez chaude aux États-Unis, dans les universités également, comme dans toute l'Europe d'ailleurs à ce moment-là. Et moi j'ai assisté, encore tout frais, émoulu des enseignements de Sciences Po sur ce qu'avait été la révolution russe en 1917, à des soviets en plein centre du palais universitaire, où je voyais rassembler des centaines de personnes. Quand on rentrait dans cette salle, il y avait un bruit de foule extraordinaire que je n'ai jamais plus entendu. Et il y avait une tribune avec quelqu'un qui distribuait la parole, comme sous Danton et Robespierre sous la Convention. Et puis des gens venaient dire ce qu'ils avaient à dire. C'était absolument extraordinaire. Jamais plus depuis cette époque, je n'ai vu une chose semblable. C'était étonnant, je dirais, pour un jeune étudiant qui venait de regarder par exemple le Napoléon, le Bonaparte d'Abel Gance, où on voit des scènes extraordinaires dans la Convention à Paris. J'avais l'impression de revivre ce film-là.
Donc j'ai raconté ça dans ma petite histoire, qui est assez décousue, j'en suis pas très heureux, je la réécrirai certainement un jour, mais j'ai vraiment tenu à rappeler toutes ces choses qui étaient extraordinaires. Par exemple, le fait qu'on distribuait les tracts qui demandaient telle ou telle chose sur des papiers, sur le dos de papier qui traînaient dans les imprimeries de l'université. Donc, au dos des tracts, il y avait des équations sur le astronomique de Le Verrier, un grand découvreur. Il y avait des hiéroglyphes qui venaient de l'Institut d'égyptologie. Enfin, c'était extraordinaire. Je les ai gardés parce que d'un côté, il y avait sans doute peut-être marqué tout un Camon au Ramsès II, et sur l'autre, il y avait marqué étudiants, faites ci, faites ça, ou je ne sais plus, etc. Donc voilà, je me suis retrouvé comme ça en 1968. C'était à Paris ou à Strasbourg? À Paris? À Strasbourg. À Strasbourg. Et puis ensuite à Paris, puisque je me suis inscrit au concours de je me suis inscrit pour le concours de l'ENA, espérant devenir énarque, ce qui m'a permis de passer une partie de l'année 68 quand même. En même temps, je faisais mes allers-retours. J'étais rue Saint-Guillaume à Paris, donc à Sciences Po, où il y avait Prépénat, où je participais dans la salle d'entrée qui s'appelle, je crois, la Péniche. Je rentrais tous les jours là pour préparer mes cours. Et donc j'ai vu aussi une partie de mai 68 à Paris. Ce qui m'a permis d'écrire une autre petite partie d'une histoire qui se trouve recueillie ailleurs, dont je te parlerai après si tu me reposes la question. Je me suis donc trouvé inscrit à ce concours et je me suis malheureusement, j'ai eu un accident physique qui ne m'a pas permis de me présenter au concours. Je ne l'ai pas regretté parce que je pense que je n'étais pas fait pour appartenir à ce sérail-là, qui ne correspond pas du tout à ma façon de voir les choses. Je le connais bien de très près, puisque dans quelques promotions au-dessus de moi, il y avait M. Jean-Pierre Chevènement, qui est devenu mon patron par la suite et pour lequel j'avais beaucoup d'estime. Je n'ai pas regretté de ne pas être énarque. J'ai fait une carrière qui était pratiquement celle d'un énarque, mais je n'appartiens pas au sérail. Ce sérail était tellement éloigné de ce que voulait vraiment un grand nombre de Français, que quand on était dans le sérail, on ne comprenait pas. On se trouvait un peu éloigné de l'opinion publique générale, comme du temps de Louis XVI, la cour, au moment où Marie-Antoinette disait aux gens, quand on lui disait « mais le peuple, que veut-il ?» On lui dit « du pain ». Elle dit qu'on lui en donne, et on répond « il n'y en a pas ». Eh bien, répond-elle qu'il mange de la brioche. Voilà, moi j'avais l'impression que j'aurais fait partie des gens qui distribuaient la brioche. C'est pas mon bord. C'est pas mon bord idéologique, mais c'est surtout, je veux dire, vivre à côté de la réalité. C'est ça qui importe avant tout. Or, je suis arrivé, peu ou prou, à travers le temps, à rester en contact avec la réalité en général, sans être déformé par l'appartenance à un grand corps de l'État, ce dont je suis très content finalement. Donc après tout ça, ayant terminé j'ai préparé parallèlement un CAP d'avocat, et j'ai donc un CAP d'avocat, puisqu'on m'avait dit, avec Sciences Po tu feras rien, je me suis dit tu feras avocat. Et puis comme je devais me marier et qu'à cette époque-là, les avocats stagiaires n'étaient pas payés, pendant 3 ans, ou 2 ans, je ne sais plus, mais il me semble peut-être même 3, mon maître de stage, le bâtonnier de la ville où j'habitais, m'avait gentiment proposé de m'attribuer 50 € par mois de dédommagement pour m'aider à subvenir un peu à mes besoins. Alors, se marier dans ces conditions-là me paraissait très difficile. J'ai donc eu la chance de rentrer très rapidement dans un organisme régional de développement économique qui, au vu de mon diplôme et me voyant quitter le tribunal où j'avais été magistrat stagiaire, ce qui faisait bonne impression quand même,
m'a permis d'accéder pratiquement dans les premiers mois au poste de responsable d'un service d'études économiques. Et pendant 4-5 ans, j'ai étudié les mécanismes économiques, l'emploi, le chômage, enfin tout ce qui concerne l'économie régionale. Et je suis devenu un peu un spécialiste, un connaisseur de l'économie régionale. Et après cela, on m'a dit, bon, ben, vous pourriez faire autre chose, faites donc de l'aménagement du territoire. Et dans le même organisme, on m'a chargé ensuite de m'occuper, en liaison avec un organisme aujourd'hui disparu, la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, une sorte de ministère de la planification et de l'organisation régionale du développement d'Alsace. Il a été créé à ce moment-là un schéma régional d'aménagement de l'Alsace, ce qui était une innovation, une espèce de grand plan général où on décrivait dans tous les domaines ce qui serait bon de faire dans l'avenir, document qui nous manque tragiquement aujourd'hui, et où on décrivait les schémas d'aménagement des villes, l'organisation des sols, les zones industrielles, les universités, les réseaux ferrés. Métro Alsace, par exemple, a été créé à ce moment-là. Un métro alsacien qui relie toutes les heures, chaque jour, Saint-Louis au sud et Strasbourg et Haguenau au nord. Voilà, j'ai été impliqué là-dedans. Et j'y ai assez bien réussi. Si bien qu'au moment où, en 1981, la France a élu un gouvernement de gauche pour la première fois depuis longtemps, l'un de mes collègues strasbourgeois à l'OEDA, l'Organisation d'études et de développement d'Alsace, s'est trouvé devenir chef de cabinet du délégué à l'aménagement des territoires. Autrement dit, il a été le bras droit du numéro 1 national de l'aménagement du territoire en France. On imagine que d'avoir un ami à un tel poste facilitait énormément mon travail ici sur place. J'avais donc un abonnement sur Air Inter et j'allais toutes les semaines ou tous les 15 jours à la DATAR, où j'étais reçu comme une personne non négligeable. J'ai bien connu le délégué à l'aménagement du territoire, qui était le frère personnel du chef de cabinet de François Mitterrand. Et ça m'a permis d'amener beaucoup de subventions ici dans notre région, qui ont permis d'aménager des centres de recherche d'université, etc. C'est ainsi qu'avec un ami directeur que j'avais rencontré professionnellement, mais qui est devenu un ami, le directeur des moteurs diesel de la société alsacienne de construction mécanique à Mulhouse, qui fabriquait des moteurs diesel pour les trains, mais aussi pour les sous-marins. J'ai eu des moteurs qui servent aussi pour faire fonctionner des blocs dans des usines, avec ce monsieur qui supervisait la section textile et qui était un excellent physicien et connaisseur de la chose. Nous avons créé ensemble un centre d'études et de recherche en mécanique appliquée au textile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Mulhouse, on fabriquait des machines à filer, des machines à tisser, et qu'on en fabriquait aussi dans beaucoup de vallées vosgiennes. Il y avait un tissu important d'usines mécaniques qui fabriquaient des machines textiles, qui étaient à l'époque tout à fait différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc on a créé un centre subventionné par l'État avec des aides venues d'une taxe parafiscale, parce que les polytechniciens se connaissent tous entre eux. Et mon ami Bernard Charpentier connaissait le ministre du Développement industriel de l'époque qui s'appelait M. Curien. Et nous avons rencontré M. Curien, les polytechniciens se tutoient, et puis ils se sont dit, ah tiens, salut cher ami Charpentier, promotion je sais pas 25 ou 26, et toi Curien, promotion 27, qu'est-ce que tu peux faire pour me rendre service? Eh bien ci et ça. Et par ce réseau que j'ai exploré, si je n'aurais pas pu explorer autrement, j'ai découvert qu'est-ce que c'est que l'immense confraternité des polytechniciens qui ont dans leur poche un tout petit annuaire où il y a marqué année par année le nom des gens et le numéro de téléphone. Et quand on a besoin de quelque chose, ce qui nous est arrivé un jour pour aider un monsieur qui voulait construire
des systèmes de pilotage de bateaux en mer et a dit ah mais Polytechnique, il y a le système des phares et balises qui est contrôlé par Dupont-Durand, technicien. On l'a appelé, il a répondu oui, il n'y a pas de problème, je peux faire ça. Je voyais comme par miracle sous mes yeux se réaliser des choses qui demandaient ailleurs un temps fou. Donc ces gens-là m'ont appris comment fonctionnait la boîte magique à laquelle je n'avais pas accès, puisque moi je n'étais pas polytechnicien, j'appartenais pas à cette élite, ni même à l'élite supposée des énarques, qui me semble-t-il est moins efficace que celle des polytechniciens. Donc voilà comment j'ai participé à à l'aménagement de l'Alsace. Et puis je me suis retrouvé à la suite de cela, et d'un assassinat avec coup de couteau dans le dos, dans la situation de devoir cesser toute activité en Alsace, ayant déplu un important personnage. Je me suis donc retrouvé marseillais et heureux habitant de la cité radieuse du Corbusier, où j'ai pu acheter par la suite un superbe appartement de 120 mètres carrés qui avait vue sur la mer et qui me permettait tous les matins de voir les paquebots qui partaient pour la Corse. Et donc là, je me suis retrouvé, responsable juridique, administratif, financier de la société d'aménagement de la ville de Marseille, ce qui m'a permis de connaître les derniers maires de Marseille et tout ce qui s'est passé avant l'arrivée de Bernard Tapie. Ça m'a aussi permis de faire des découvertes absolument extraordinaires qui mériteraient un petit roman. C'est par exemple l'influence de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la mafia marseillaise sur le fonctionnement de certains éléments de l'économie. Je donne un exemple. Un jour, mon patron, qui était, je ne citerai pas de nom, l'un des adjoints de la maire de Marseille, me dit « Écoute, petit, il y a beaucoup de bruit dans ma maison la nuit, il y a une boîte de nuit qui fait un bruit du tonnerre en bas de chez nous, va donc les voir et dis-leur de décamper, ils m'ennuient. » Alors, il me dit où ça se trouve. Je me rends à cet endroit, à 11h du soir, je trouve une boîte de nuit qui fonctionne à grande vitesse, au-dessous d'un bel immeuble de grand standing. Et puis je demande à voir le patron, on me l'amène, je lui dis écoutez, monsieur Untel, de son prénom Jean-Victor, se plaint du vacarme que vous faites et vous demande de déguerpir, vous n'avez aucun droit d'être là, il n'y a aucune raison, si vous êtes là en clandestin. Et il me répond, si tu veux voir ta voiture brûlée comme celle qui a brûlé la semaine dernière, il te suffira de venir me rendre visite la semaine prochaine. Tu peux dire à Jean-Victor que je suis là avec son accord. Rappelle-le lui. Alors, quand je vois Jean-Victor, dont je ne dis pas plus, mon patron, à qui je ne dis rien pendant un mois, ne sachant comment lui expliquer tout ça, il me dit alors, petit, tu en es où? Je lui dis écoutez, président, je suis emmerdé. Ils m'ont dit que vous étiez au courant et d'accord. Je ne dirai pas la volée de propos de nom d'oiseau qui a volé. Ils vont entendre parler de moi, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Il avait dû, je ne sais comment et pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé. L'affaire n'était pas claire. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il m'a dit tu en parleras aux flics, je suis allé à Marseille, à l'Évêché, qui est la tour pointue de Paris, c'est-à-dire le quai des Orfèvres marseillais. J'ai vu un monsieur que je connaissais bien, qui était devenu un ami lui aussi, qui m'a dit « Oh non, moi je touche pas à ça, et toi non plus, laisse tomber. » Je voyais de tout. Et me trouvant ainsi à Marseille, appartenant de fait à une société filiale du groupe de la Caisse des dépôts, où il est d'usage de tous les 3 ou 4 ans de changer d'emploi, de région, j'ai été amené à me déplacer en Franche-Comté, où j'ai suivi ce qui se passait pour le groupe là-bas sur 7 départements. Et le hasard a voulu, comme je l'ai raconté avant, que par la suite d'une mission d'audit et d'expertise qu'on m'avait demandé,
j'ai rendu, comment dire, un rapport sur la situation de la société Bulle et que M. Chevènement m'a demandé de prendre la direction de la remise en place comment dire, de ce cataclysme industriel qui avait été la fermeture de la seule grande entreprise d'informatique française qui se trouvait à Belfort. Comment tu as commencé à écrire? Quand et comment tu as commencé à écrire la poésie? Et les essais, c'était quand? Alors, la question étant, quand as-tu commencé à écrire de la poésie et comment? Eh ben, j'ai commencé à écrire de la poésie, si je me souviens bien, en classe de seconde. J'avais un excellent professeur dont la plupart de ses élèves se souviennent. Quel n'est pas l'écrivain qui n'a pas le souvenir, comme Camus par exemple, de son professeur de lycée? Je suis comme lui, j'ai le souvenir de Thierry Miguet, qui nous lisait des poésies, et qui était un grand admirateur de... Tu peux couper? On coupe, je vais couper ça. D'accord, Oui. je ne trouve plus le nom de ce grand poète... Bref, qui était un grand... C'est le poète du cimetière marin. Il nous lisait le cimetière marin, qui est une poésie assez difficile. C'est pas Paul Valéry? De Paul Valéry. Alors, Thierry Miguet était un grand admirateur de Paul Valéry et nous a initiés à Paul Valéry. J'ai été à la fois ébloui par Paul Valéry et en même temps, comment dire, presque desséché par cette lecture. Ébloui par la concision extraordinaire du verbe valérien, accompagné de celui du vers malarméen, dont Thierry Miguet aussi était un grand admirateur. Autant te dire que mes premières poésies étaient malarméennes et valériennes, c'est-à-dire totalement incompréhensibles. C'était une espèce de rébus qui avait des rapports avec un autre sujet qu'il connaissait bien, la poésie de la Renaissance, Louise Labbé, qui se souvient aujourd'hui de Louise Labbé, la lyonnaise au vers charmant et contourné. Et j'ai écrit comme ça pendant 2-3 ans des poésies que je lui soumettais, qui étaient du classicisme le plus absolu, mais absolument sans aucun avenir, puisque je croyais que la poésie consistait à fabriquer des bijoux avec des mots. Ce que je fais encore un peu aujourd'hui. C'est un reste. Il y a un danger là-dedans. Il n'y a pas que le danger, le bijou c'est aussi une belle chose. Donc je me souviens de mon premier poème, il me revient pendant que j'en parle. Ça devait évoquer la forme d'une femme, aux hanches rebondies, au sein sans doute généreux, je ne sais plus exactement. Et je la comparais à une amphore, parce qu'elle avait avec ses hanches la forme d'une amphore, et ça commençait ainsi, amphore chaleureuse qui, etc. Bon, on ne peut pas dire que c'est absolument moche, mais c'est pas absolument convaincant non plus. Et Thierry lisait avec sympathie mes petits poèmes, en disant oui, pourquoi pas. Il les montrait à son épouse, qui était professeure de français roman du Moyen-Âge, etc. Un milieu très, très universitaire, très, très orienté vers vraiment la pointe, comment dire, fine de la littérature, un peu comme Michel Zinc aujourd'hui du Collège de France. C'est vraiment de la critique littéraire de haut niveau pour un petit nombre, très intéressant, mais pas grand public. Donc je me suis aventuré comme ça là-dedans. Et puis j'ai fait des choses, et puis voilà. Sauf que je suis tombé dans la collection Marabout sur une anthologie de poésie. Je crois qu'il était une copie de chez Segers ou quelque chose, où j'ai trouvé toute une série de, je sais pas, 50 ou 200 poètes contemporains, et j'ai découvert évidemment les surréalistes. Alors là, ça a été une révélation, parce que j'ai compris que entre l'imaginaire que
et l'inconscient, hein, qui forme une partie du monde de Breton, des surréalistes et tout ça, il y avait un rapport entre ce qui m'intéressait. Parce que j'ai vécu toujours, et aujourd'hui encore, partagé entre vraiment deux mondes que je ne peux pas séparer, que je ne veux pas séparer, mais ce qui sont passablement antinomiques, en quoi je suis peut-être, d'une certaine façon, plutôt humoristique, un certain Dr Jekyll et un certain Mr Hyde. Je suis à la fois tout à fait tourné vers la réalité telle qu'elle est, et sur le plan politique par exemple, très attentif à la réalité des choses. Je ne pourrais en aucun cas appartenir au monde, comment dire, abstrait des idéologues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive réellement dans la vie de tous les jours aux gens. Donc il y a un côté très naturel, très positif dans tout ce qui m'intéresse. Et en même temps, il ne fait pas de doute qu'une partie de ma curiosité, que j'ai certainement hérité de celui dont je porte le nom en poésie, Charles Walker, est tout à fait tournée vers le monde de l'imaginaire, des sphères lointaines, de la musique dans laquelle j'étais immergé par ma mère, musicienne, pianiste, chanteuse d'opéra, etc. Enfant, j'écoutais du Schumann, j'écoutais du Brahms, la tête posée dans les cordes du piano. Ça, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. J'étais immergé dans les sons comme on peut l'être quand on est à côté d'un orgue. Donc pour moi, l'univers des sons et l'univers, toutes ces choses, tous ces noms qui voulaient dire quelque chose. Si vous me dites Robert Schumann, pour moi ça veut dire exactement la même chose que pour un autre, Picasso ou Van Gogh. Je vois un univers, l'univers de Robert Schumann, je vois le Rhin dans lequel il a essayé de se noyer, je vois tout. Quand je vois le Rhin, je pense à Wagner, quand je pense à Wagner, je pense à la tétralogie, quand je pense à la tétralogie, je pense à un roman que j'ai écrit. Tout ça, ça forme un tout. Cet univers imaginaire extraordinaire, considérable, est un univers absolument fantasmé, qui n'a aucun rapport avec le réel. Et je vis, vieillissant, comme tous les vieillards, de plus en plus dans cet univers fantasmé, qui me rattache en même temps à mon enfance. Alors ça, c'est les mystères de la vie, chacun les vit d'une certaine façon, mais je peux lire, comme je suis en train de le faire, Lévi-Strauss qui raconte dans Triste Tropique la vie des Indiens en Amérique du Sud, qui semble, comment dire, un problème de la réalité de tous les jours. Et écouter aujourd'hui, je ne sais pas, une cantate de Bach ou de la musique contemporaine tout à fait hurlante, en ayant de vivre dans cet univers sidéral, fantasmé, qui n'existe que dans notre esprit. J'essaye de faire vivre ensemble ces deux choses en attendant ça, c'est moi, comme je suis. Mais je crois que je ne suis pas le seul. Tous, nous avons ce double rapport, enfin beaucoup d'entre nous ont ce rapport avec les choses. Et ceci, j'essaye de le traduire dans la poésie. Quand je relis, puisque je corrige actuellement ce que j'ai écrit, en me disant bientôt tu seras mort, donc il faut laisser quelque chose de lisible pour ceux qui te succéderont, puisque ma notoriété est à peu près nulle, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que dans 200 ans, quelqu'un trouvera une phrase de Charles Walker et dira tiens, c'était pas mal. Bon, alors je m'arrange pour que ce soit dans une forme présentable. Quand je relis tout ce que j'ai fait dans le passé depuis 40 ans, je m'aperçois que je suis resté absolument fidèle à ce que je voulais au tout début, et qu'en même temps, incontestablement, quand on voit les strates qui s'accumulent année par année, c'est bien le fruit d'une histoire, c'est bien quelque chose qui s'est passé dans le temps. Chacun des poèmes, et j'y veille attentivement, est daté et signé. Quand Thierry Miguet m'apprenait une poésie de Louise Labbé ou La Belle Tarentine, dont nous parlions peu avant, d'André Chénier, Je songe à toi, Myrto, divine enchanteresse, etc. Moi, je croyais que la poésie, c'était la beauté de ces mots et la beauté de cette image. Et aujourd'hui, je sais que la beauté des mots et la beauté des images, ne vient que de ce que nous avons vécu.
c'est l'émotion qui nous traverse au moment où nous vivons quelque chose qui fait que à ce moment-là, notre poésie est vivante. Alors, eh bien, j'ai fini par comprendre que la poésie, c'est, comme le disait mon ami Eugène Guivic, sur lequel j'ai d'ailleurs tourné un film, que dans le titre d'un de ses bouquins qu'il a écrit avec sa femme d'ailleurs, la poésie, c'est vivre en poésie. C'est pas fabriquer des beaux bijoux. Bien sûr, il est bon que les bijoux soient beaux, mais vivre en poésie, c'est tout ça. Faire de la poésie, c'est la vivre. Et ça, je le dois à Eugène. C'est Eugène qui me l'a appris. Par la simplicité de son attitude. Je vais peut-être raconter comment j'ai rencontré Eugène. Depuis toujours, donc j'écris, je fais des poésies, je les ai publiées, mais j'ai participé intensément à la vie culturelle de ma ville. J'ai été pendant 18 ans président d'une fédération de 40 à 50 associations culturelles de la région de Mulhouse, qui étaient toutes réunies dans une fédération. Rester 18 ans président d'une fédération d'associations culturelles, un monde qui est particulièrement divers, je me permets de le dire, ça nourrit une certaine fierté de ma part. Pas la fierté d'avoir été président, la fierté d'avoir été au milieu d'un peuple de Gaulois dont Vercingétorix a bien vu quelle était la difficulté à l'unir, et encore aujourd'hui c'est vrai, d'arriver à garder un accord et un consentement entre 50 genres de personnes tout à fait différentes pour qu'elles acceptent de vivre ensemble et de faire des choses ensemble, je pense que c'était une gageure et ça a été une réussite de ce point de vue-là, je dirais presque politique. Je me suis démontré, et j'ai démontré à mes avis, qu'il était capable, en étant à la fois théâtreux, poète, photographe, cinéaste, entomologue, écrivain, sculpteur, graveur, enfin je pourrais citer toutes sortes de choses, d'avoir un point commun, qui est simplement de faire la promotion de ce que nous aimons et de dire mais si vous aimez ça, venez chez moi et faites-le, je vous aiderai. Eh bien, par des moyens très simples, j'ai aidé tous ces gens-là, j'ai dû l'inventer. Le jour où j'ai été élu par surprise président de cette fédération de l'association culturelle, il n'y avait rien, il y avait tout à faire. Je suis sorti de réunion en me disant j'ai été élu président par surprise sans m'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, c'est pas compliqué. Il faut acheter une photocopieuse, il faut acheter des ramettes de papier, il faut avoir une subvention pour pouvoir faire des affiches et dire aux gens voilà ce qui se passe, il faut avoir un crédit pour dire on embauche une secrétaire qui va taper le courrier de tout le monde. Et pendant 18 ans, j'ai fait tous les jours, après 18h jusqu'à 20h, du lundi au vendredi, cette chose-là, en me rendant à mon association, la Fédération des associations culturelles, et en faisant avec les uns et les autres ce dont ils avaient juste besoin qu'on le fasse pour les aider à survivre. Je n'ai rien inventé, j'ai rien fait d'intelligent, j'ai juste aidé les gens à faire ce qu'ils avaient envie qu'on fasse. Et ça a très bien marché. Pour moi, ça a été une leçon de démocratie. Voilà. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Le premier poème que j'ai publié s'appelait Georgiana. Il a été publié vers 1965 dans une petite revue qu'avait financé un farfelu incroyable pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Il s'appelait Stauffer. C'était un personnage curieux que j'ai un peu connu, pas très bien, mais qui s'est ruiné, c'est incroyable, ayant hérité subitement d'une certaine somme, a créé à Mulhouse ce qu'il a appelé le festival Stauffer. Stauffer était un homme qui se sentait chargé d'une mission au service de je ne sais pas exactement quel message culturel, mais qui avait fait un festival où il faisait d'ailleurs ce que je viens de dire, il avait réuni des danseurs, des photographes, etc. Il y avait le premier danseur étoile de l'Opéra de Paris est venu danser à Mulhouse sur le parvis du Temple Saint-Étienne, place de l'Hôtel de Ville, subventionné par M. Stauffer. Et M. Stauffer a organisé pendant 8 jours, comme ça, du théâtre, du cinéma, toutes sortes de choses. Il a publié une petite plaquette, il m'avait contacté, je ne sais pas par quel moyen, en me disant je vais mettre ma plaquette, j'aimerais mettre des poètes.
Alors, je lui ai donné un petit poème qui s'appelait Georgiana, qui est d'ailleurs dans l'un de mes recueils. Je le dis parce que l'histoire est amusante. Parce qu'à côté de moi, là où j'habitais quand je venais de me marier, rue Jeanne d'Arc, à Ridissa, il m'habitait la Grande Germaine. La Grande Germaine avait une magnifique Alfa Romeo décapotable et faisait tous les soirs le tapin devant le restaurant du Café Molle, au centre de la ville. Elle était connue de toute la ville. La Grande Germaine, c'était une espèce de Lily Marlène, mais comme on dit couramment, c'était une prostituée. Elle habitait à côté de moi, je ne me sentais aucun droit à la juger ni à la condamner. Et puis comme j'entendais tous les matins, vers 4-5 heures, des voitures qui démarraient dans des grands bruits et qui réveillaient tout le quartier qui était très, très excité contre ces tapages nocturnes, j'avais fait un petit poème qui s'adressait à, je l'avais baptisé Georgiana, ce qui remplaçait Germaine, et ça a été mon premier problème publié. Il est évidemment complètement à côté des pompes classiques. Voilà comment ça a commencé. Et premier recueil? Mon premier recueil, tu l'as eu en main, il a daté de 9 ans plus tard. Je racontais avant que j'avais fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelait Charpentier, qui est un brillant polytechnicien, qui avait une épouse charmante, qui était l'ami de l'épouse de celui qui est devenu mon grand ami, le peintre Jean-Marie Fage, lequel vivait à l'île-sur-la-Sorgue, enfin natif de l'île-sur-la-Sorgue, et habitant tout à côté le hameau de Lumière, aussi appelé Goult. Et Bernard Charpentier et son épouse m'avaient présenté sur place, dans le Midi, à Jean-Marie Fage et à son épouse Michka. Et cette rencontre a fait que est née de nos deux mains, celle de Jean-Marie illustrateur et de ma plume, un premier recueil qui s'appelait Difficile désert, et dans lequel, sur une vingtaine de pages en papier canson, numéroté de 1 à 99, avec 3 illustrations en gouache à la main sur chaque document, vous imaginez un peu le boulot de Jean-Marie Fage, a été publié ce recueil. Il avait une particularité à laquelle j'ai toujours été très sensible. Il a été publié à l'île-sur-la-Sorgue par celui qui avait servi d'imprimeur et d'éditeur à René Char et à Albert Camus pour un recueil qu'ils avaient fait ensemble, dont j'ai oublié le nom, mais dont j'ai un exemplaire ici dans ma bibliothèque, où une série de photos sont accompagnées de poésie de René Char. Et ce monsieur, cet imprimeur qui s'appelait Guigou, avait une machine extraordinaire qui s'appelait à l'époque une linotype, où on pouvait éditer avec des caractères en plomb fondu des bouquins d'une extraordinaire beauté typographique. Donc, mon premier bouquin a été publié, si je me souviens bien, non pas en Garamond corps 14, mais dans un corps magnifique qu'on peut retrouver en lisant le bouquin. Donc j'ai été très fier que mon premier bouquin soit imprimé au même endroit que celui qui avait servi ensuite à une célèbre édition de Lausanne ou de Genève, Suisse, a publié le bouquin de René Char et d'Albert Camus dont je parlais. J'y étais d'autant plus sensible que j'avais déjà à cette époque-là à Lourmarin ma maison que j'ai toujours encore et qui est presque assez voisine de celle où avait vécu René Char. C'est de là qu'il était parti le jour avec son ami Gallimard dans une Facel Vega. J'ai eu une voiture comme ça un jour, c'est pour ça que j'en parle.
pour aller se tuer contre un platane sur la route de Paris. Alors tout ça c'était très mythologique pour moi, habiter juste à côté de Lourmarin, habiter pas très loin de l'île sur la Sorgue où habitait René Char, connaître Jean-Marie Fage qui était un ami d'école de René Char, à qui il m'a présenté un jour, ça a duré quelques minutes, mais enfin je l'ai vu, on s'est vu. C'était pénétré pour le coup dans un univers complètement mythologique, si j'ose dire. En plus, à Fontaine de Vaucluse, dans ce pays merveilleux où l'écrivain que je te citais avant et dont j'ai de nouveau Pétrarque avait vécu, c'était pour moi faire un saut de 400 ans en arrière, c'était plonger complètement dans l'univers fantasmé d'une poésie vieille, ancienne, mais en même temps vivante. Voilà comment ça s'est passé. Ça a été mon premier bouquin. Après, on en a fait un second, quelques années plus tard. Ensuite, un troisième. Et Jean-Marie Fage, qui a illustré une quinzaine de poèmes, de poètes environ, y compris pour René Char, l'un de ses poèmes, a été celui qui m'a en quelque sorte incité à passer du domaine de la poésie pour mon plaisir, ou la poésie timide, si j'ose dire, je la fais pour moi sans oser trop la montrer aux autres, au fait de la rendre publique. Mais au fond, mon activité de poète, elle a été principalement discrète, elle n'a pas été très grand public, pour la bonne raison que j'ai pas été publié par de grands éditeurs, ce que je n'ai jamais essayé de faire. J'ai simplement loupé le coche un jour. J'ai loupé le coche parce que je t'avais raconté que j'ai été très ami avec András Beck, et András Beck était un ami intime de Jacques Pauwert. Et il m'avait dit, je te présenterai à... Il connaissait mes poèmes. Et il m'avait dit, je te présenterai à Pauwert, tu verras. Et András s'est fait écraser par une voiture, s'est fait tuer d'un accident d'automobile dans la rue, peut-être un mois avant que je voie Pauwert. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, parce que Pauwert était un homme tellement ouvert que je doute qu'il eût fait preuve d'ostracisme à mon égard, même si ma poésie n'est peut-être pas bonne, ou pas plaisante, ou pas commerciale, je ne sais pas. Je pense que c'était un homme à l'esprit assez large pour prendre en charge ça aussi. Alors là, j'ai certainement loupé un grand virage. Mais enfin bon, c'est pas grave. Comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que c'est une approche poétique? Je construis ma poésie. Il m'a semblé que je la construisais un peu au hasard au début. C'est-à-dire que c'était au fil des émotions ou des impressions, comme disent les impressionnistes. C'est-à-dire que lorsque, me trouvant particulièrement mélancolique ou bucolique, j'écrivais un petit tableau exprimant mon émotion ou mon admiration devant la vue d'un oiseau dans le jardin, d'une fleur, de toutes sortes de choses. J'écrivais en fonction de mes impressions. Mais je me suis aperçu en réalité, ou plutôt je me suis aperçu qu'en réalité, j'écrivais sous l'incitation assez permanente d'une façon de penser. Je me suis aperçu que ce que j'écrivais, c'était des petits tableaux de la vie quotidienne, où les moments les plus intensément émotifs, ou érotiques d'ailleurs, beau lapsus, ou des moments où les impressions les plus séduisantes me faisaient dire, voilà, ce matin je me suis réveillé,
une pie me regardait pendant que je mangeais mon petit déjeuner ou des choses comme ça. Je croyais à un moment donné que c'était accidentel et je me suis rendu compte que c'était la description par des images d'une certaine façon de regarder le monde. Je crois que c'était ça le point commun entre tout ça, c'était un personnage qui est le petit garçon qui est toujours présent quand j'écris. Eh ben, il ouvre les yeux, il regarde par la fenêtre, exactement celle qui est derrière toi, à travers laquelle depuis plus de 50 ans, plus de 60 ans, je regarde un magnifique sapin du Colorado. Et puis il dit, mon Dieu que c'est beau, et puis tiens, voilà ce qui se passe. Et le reporter, cette espèce de reporter, il regarde et puis il dit, ben voilà. Alors évidemment, le reporter, il se promène à la fois dans un environnement physique ou affectif, ses liens d'affection, ses liens amoureux, ses liens familiaux, matrimoniaux, mais il se promène évidemment aussi dans un monde où il y a la présence de l'univers politique. Donc quand on bombarde au Vietnam, à Khe Sanh, il fait comme John Bess, il dit on bombarde à Khe Sanh. Quand on fait un coup d'État en Turquie, il fait un poème pour dire on a fait ça et ça et ça et ça. Quand on fait telle et telle chose en Iran, il dit on fait telle... C'est un peu ce que les Américains appellent des protest songs. Je fais un peu la même chose que Bob Dylan lorsqu'il dit voilà, regardez, j'ai traversé le monde comme une pierre qui roule, hein, comme il dit, like a rolling stone. Ou quand il dit il y a 40 ans, times are changing, les temps changent. Je crois que c'est un privilège des écrivains et particulièrement des poètes d'être en quelque sorte les annonciateurs des temps futurs. Quand Dylan change ça, times are changing, ils ne devinent pas à quel point ils vont changer pendant les 40 ans qui vont venir, et ils vont changer d'une façon incroyablement profonde. Ce ne sont pas juste des événements, c'est le cours même de l'histoire qui est profondément modifié dans sa trajectoire. Eh bien, je crois que nous qui appartenons au monde de la poésie, nous sommes un peu comme ce que les Juifs appellent les prophètes. Nous avons ce sentiment dont parle la psychanalyse, Carl Gustav Jung. Nous avons ce sentiment imprécis, vague, mais réel, de quelque chose qui bouge et qui commence déjà à bouger, qui annonce de très très loin des changements que nous devinons, que nous ne pouvons pas prédire, mais on les sent. Et le poète, eh ben, il est un peu comme Cassandre dans l'Iliade. Il dit, attention, il va se passer ci, il va se passer ça, voyez. Et il nous arrive à nos poètes la même chose que ce qui est arrivé à Cassandre. Il ne faut jamais annoncer aux autres les catastrophes à venir, parce que la punition du prophète, c'est de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Et donc, lorsque nous disons prenez garde, les autres disent mais tu nous rases avec tes histoires. Alors, on utilise parfois presque inconsciemment des moyens détournés pour dire regardez, il se passe ci, il se passe ça. Et quand on fait comme je le fais, quand on corrige 40 ans de poésie, on se dit mais non, quand tu disais ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, voilà ce que c'est devenu. En quelque sorte, c'était prémonitoire. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques, parmi d'autres, de la poésie. Mon ami Guy qui s'intéressait beaucoup moins à cette chose-là, et beaucoup plus à une autre composante de la poésie, qui est d'être avec les autres. Il a écrit un jour un recueil, tous les ans pratiquement, il publiait chez Gallimard dans la collection blanche un bouquin. Et un jour j'ai acheté son bouquin qui s'appelait Avec, c'était après avoir fait ensemble tous les deux un film sur sa vie en Alsace. Après avoir acheté Avec, quand il est venu à Mulhouse, je lui ai fait signer. Et il m'a écrit dessus
le plus beau des compliments qu'on pouvait me faire à l'époque. Il m'a écrit à Charles, en laissant le titre, avec qui je suis bien. C'était ça qui l'intéressait. Avec qui être bien. C'est un autre côté de la poésie. La poésie, c'est peut-être aussi pour nous dire, mais viens dans mon jardin, partage ce qui me plaît. C'est pas de la poésie politique, c'est de la poésie, Guy dirait, une poésie de l'amour, hein, il ne faut pas le cacher. Voilà. C'est ce que je peux dire là-dessus. Et les poètes, les artistes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, ou bien qui ont laissé une trace dans ta vie. Tu as déjà parlé certains déjà, mais Beaucoup d'entre eux. Aux diverses étapes ou périodes de ma vie qui se sont succédées, assurément pas les mêmes. Il n'y a pas un seul poète qui ait couvert l'ensemble, de mon univers émotif, poétique, mental, affectif, voire littéraire, au sens de l'écriture littéraire de la poésie. Pas un seul ne couvre le tout. Mais ils sont nombreux au fil du temps. Parmi les premiers, je le disais avant, Valéry, et ceux que m'avait révélé mon prof Miguet, c'est-à-dire les symbolistes, etc. C'est une époque. Ensuite, la découverte des champs magnétiques et des poètes de l'époque d'Éluard, d'Aragon, toute une période extraordinaire tournée vers la découverte d'une espèce d'univers mental tout à fait extérieur et cérébral, fabriqué par nos concepts. Et puis un jour, la découverte très éblouie de Saint John Perse, que j'aime beaucoup moi aujourd'hui, une poésie d'altitude, surplombante, hiératique, hiérarchique, magnifique, grandiose, mais dont au fil du temps je trouve qu'elle est quand même un peu loin du quotidien des hommes. C'est une poésie de l'élite. Puis plus tard, la découverte de René Char à travers des amis, puis grâce à Jean-Marie Fage qui me présente à lui un jour. Ébloui par René Char, une autre poésie à mon avis pas si loin que ça de celle de Saint John Perse, c'est-à-dire qui marque quand même une certaine distance du poète à l'égard du monde. S'il y a de la hauteur dans le regard que jette Char sur son entourage. C'est certainement un ami généreux, notamment de son voisin dans la région qui est Albert Camus. Mais c'est une poésie de laquelle je me suis aussi détaché avec le temps, que j'aime toujours mais qui n'a pas sa place essentielle. Ensuite c'est Philippe Jacotet que je rencontre physiquement grâce à Jean-Marie Fage. Nous lui rendons visite dans sa maison à Grignan, j'ai laissé quelques poèmes sur ce sujet. Je tombe sur un homme âgé, charmant, d'origine suisse, qui connaît très bien, et qui vit en France, qui travaille pour Gallimard, grand traducteur de l'Iliade et de l'Odyssée, donc un grand helléniste, mais un peu comme Char, d'une autre façon, un homme de la distanciation, toutes des poésies qui me semblent un peu séparer l'auteur, grandiose dans sa distance, par rapport au vaste public. Tout à fait l'inverse,
d'un poète que je n'ai pas cité jusqu'à présent, mais qui est Charles Prévert, adoré des Français, à juste titre. Une poésie de la proximité, que les petits-enfants peuvent lire dans leurs écoles, qui parle à tout le monde, et qui évidemment politiquement appartient à un bord tout à fait différent. Il est clair, on sait très bien à quel bord appartient Prévert. C'est la différence entre Jacotet, moi René Char, qui se laissait supposer entendre étant plutôt orienté vers la gauche, et même loin d'Albert Camus, que je suis loin de détester, que j'aime bien, mais dont je suis intimement dans le sentiment, ne serait-ce qu'à travers l'étranger par exemple, qu'il y a quand même entre lui et cet étranger une distance, que moi je ne veux pas mettre dans ma vie, entre moi et les autres. Ma poésie, je veux la faire pour que les autres la comprennent, comme Prévert. On ne peut pas s'amuser à imiter Prévert, c'est fini, c'est passé. Mais quand on peut retrouver cette simplicité-là, alors, me semble-t-il, on est plus près de la poésie. Et puis alors, aux surprises, la redécouverte, vers 50 ans, de celui que j'avais adoré à 18 ans, le Rimbaud du bateau ivre. Alors là, quand je lis les Illuminations, dont je comprends à peu près rien, comme tout le monde, enfin qu'il faut relire 10 fois pour y comprendre n'importe quelque chose, je m'aperçois que celui-là, vraiment, comme il l'a écrit, voulait changer la vie. Cette poésie-là, je la comprends mieux et je m'en sens plus près aujourd'hui, à 80 ans, que de Jacotet ou de Saint-Jean-de-Perse à 50 ans. Peut-être qu'en devenant vieux, on devient, j'espère, plus simple, c'est possible. Voilà, donc retour à Arthur Rimbaud et à ces poètes-là. Et puis alors, découverte merveilleuse d'Emily Dickinson, des petits bijoux à ajouter les uns à côté des autres que j'ai traduites, et découverte aussi vers 55 ans de Pier Paolo Pasolini que j'adore, découverte de ce monde de la poésie italienne qui a les tripes en plein milieu du peuple, des poèmes magnifiques sur les Palestiniens, et puis un assassinat crapuleux au bord d'une plage à Ostie un jour. Donc voilà, des gens dont je me sens proche. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? J'avoue que je ne la connais pas très bien. Il m'arrive d'entendre dans des émissions de radio des poèmes. En général, j'aime bien ce que j'entends. Mais il me semble que la poésie contemporaine, disons, d'après les années 2000 que j'entends, me plaît infiniment mieux que celle que je lisais entre 1984 et 2000, justement à l'époque où Jacotet faisait ses critiques dans un livre qui s'appelait L'Entretien des Muses, où il analysait les poèmes de Pierre, de Paul. La Tour du Pin, tous ces gens-là, j'ai lu ça. Il m'a semblé que cette poésie des années 80 à 2000 avait beaucoup de points communs avec la musique contemporaine la plus abstraite. C'est-à-dire qu'elle était plutôt conceptuelle. Et que la part de l'émotion y était remplacée par un travail admirable sur la forme, sur la qualité, etc. Mais au fond, les grands poètes que j'admire le plus aujourd'hui, ce sont probablement plutôt certains chanteurs contemporains. Je citais Bob Dylan avant. Je crois qu'il y a plus de poésie dans certaines chansons de bons chanteurs actuels que chez certains supposés best-sellers de l'édition. Il y a un grand problème difficile à résoudre et à comprendre entre ce que les éditeurs choisissent et qui leur paraissent, comment dire, significatif d'un mouvement d'une époque, et ce que les gens ont envie d'entendre et d'écouter. Il y a une grande différence.
C'est pas forcément ce qui est le plus populaire qui est le meilleur, mais enfin quelque chose que les gens n'arrivent pas à sentir ou à ressentir, c'est quand même très loin de l'émotion poétique. Si je lis, je sais pas, Sappho de l'Antiquité, je ressens quelque chose. Quand je rencontre Sappho, la poétesse, qui est venue ici, à qui j'ai remis un prix, qui est devenue une amie, elle parle de quelque chose de contemporain. Elle est très peu connue du grand public, mais elle touche au fond le cœur des gens. Je crois que la poésie c'est fait quand même pour nous parler directement. C'est pas un exercice de rhétorique poétique ou de construction musicale comme le marteau sans maître de Boulez. J'aime bien écouter le marteau sans maître, mais enfin entre je sais pas quoi, une petite musique de nuit et le martyr et le marteau sans maître de Boulez, je choisis Mozart tout de suite. Parce que ça me parle directement, même si la petite musique de nuit, c'est vraiment ce qu'il y a de plus banal dans tout ce qu'a pu faire Mozart. Donc, c'est pas grand-chose la poésie contemporaine, mais je sais que je préfère certains personnages qui ne sont pas réputés poètes, mais qui me touchent, que ceux qui sont publiés à la collection blanche, et où, lorsque j'ai lu 20 pages, je me dis c'est très bien, mais au fond, ça m'a pas remué. Et est-ce que tu peux parler un petit peu des personnages, les artistes, les poètes que tu as reconnus, qui sont plus là entre nous? Que j'ai connu dans ma vie. Oui, voilà, c'est ça. Que j'ai connu dans ma vie. Tu as parlé de certains déjà, c'est à un moment donné, mais c'est comme écoute. Ouais, alors attends, faisons une petite récapitulation avant. J'aimerais bien parler de Jean-Paul Klee, parmi d'autres, hein, mais avec une place importante, parce que c'est un personnage important de la poésie alsacienne, assez incernable, qui était un ami de Claude Vigée d'ailleurs. C'est lui qui m'a présenté à Claude Vigée à l'occasion d'une fête, j'ai oublié le nom mais je le rechercherai dans ma documentation. Il y a eu une grande fête de la poésie à Strasbourg ce jour-là, qui était présentée par un journaliste de France Culture, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait été peut-être pas le mari, mais au moins le compagnon d'une fille qui venait de se tuer dans l'Himalaya en faisant des grandes escalades en solitaire, je ne sais plus qui c'était. Alors il y avait une grande fête de la poésie qui se donnait à Strasbourg, sous l'égide, je ne sais plus si c'était de France Culture ou probablement ou de France Inter. Et Claude Vigée était invité, et puis je l'ai rencontré à cette occasion-là. Et c'est donc Jean-Paul Klee qui m'a présenté. Parmi les poètes alsaciens, je ne peux pas en citer un grand nombre de contemporains. Parmi ceux du passé, il y a Jean-Paul de Dadelsen, bien entendu, dont j'ai d'ailleurs traduit en alémanique. On dit souvent l'alsacien, mais l'alémanique c'est la langue du sud de l'Alsace qui n'est pas la même que celle de Strasbourg. Et j'ai traduit un texte sur lui, sur le printemps à Pâques, qui a été donné dans un petit théâtre à Bâle, en présence de sa fille Anne de Dadelsen. On a fait ensemble. Et ça m'a fait un grand plaisir d'apprendre par les Bâlois qui étaient présentés qu'ils avaient apprécié cette traduction, parce qu'ils m'ont dit dans leur jargon, qui n'est vraiment pas très beau, parce que les intonations du bâlois, de l'accent alémanique à bâlois sont assez gutturaux. Ils m'avaient dit, nous ne savions pas que l'alsacien était une aussi belle langue. Alors ça m'a fait très plaisir qu'on découvre qu'il y avait des sonorités intéressantes dans l'alsacien tel qu'on le parle ici dans la région de Mulhouse, mais qui est exactement le même que celui qu'on parle à 20 km de l'autre côté, sur le Rhin, où la langue est la même. Et je cherche le nom d'un grand poète allemand des années 1840, qui est bien connu des Allemands, son nom m'échappe pour l'instant,
mais qui est célèbre pour la fluidité de sa langue. Donc on ne peut pas dire que l'alsacien soit forcément une langue gutturale et qui écorche les mots. J'ai peu de noms de poètes alsaciens à citer. J'ai en vérité beaucoup plus de noms de peintres à citer, parce que comme beaucoup de poètes et comme beaucoup de peintres, c'est de l'autre côté de la barrière des mots, dans la représentation des images, etc., que se font les sympathies. J'ai un ami en Provence qui s'appelle Jean-Pierre Roman, dont j'ai un grand nombre de toiles, avec qui je suis en relation ininterrompue. Nous sommes tous les deux de la même génération. Il y avait Jean-Marie Fage, dont j'ai parlé. Il y a... Tu n'as pas parlé de Jean-Marie Fage? Je n'en ai pas parlé. Non, tu as parlé, oui, si tu veux parler de ça, parce que ce sont tes vrais amis artistes, en fait, c'est plus intéressant. D'accord. Alors je vais rentrer dans le détail de la vie de Jean-Marie Fage. Jean-Marie Fage, à qui j'avais été présenté par l'entremise de Bernard Charpentier et de son épouse, qui était l'amie intime de la fille de Jean-Marie Fage, Mishka Fage. Jean-Marie Fage qui habite à Goult et à côté de Lacoste. On ne sait pas trop bien s'il habite à Lumière, nom magnifique, à Goult, nom magnifique, à Lacoste, pays du Marquis de Sade, ou à l'Île-sur-la-Sorgue, dont il est natif, pays de René Char. Jean-Marie Fage a été jusqu'à sa mort en janvier 2024 un ami proche et intime. Et il faisait une peinture à cheval n'est pas le terme, à mi-chemin, enfin à la fois implanté dans la représentation, disons d'un certain réalisme de l'environnement, et une espèce de transfiguration du monde tel qu'il lui apparaissait autour de lui. Cette transfiguration, comme dit Schoenberg, la nuit transfigurée, c'était une caractéristique fondamentale de son œuvre. Au fond, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un petit point commun entre nous, parce que si j'y réfléchis en parlant comme ça, je m'aperçois que ouais, c'est peut-être transfigurer le monde qui m'intéresse. Enfin, c'est plutôt restituer pour les autres, voilà exactement, restituer pour les autres le monde transfiguré tel qu'il m'arrive de le voir. C'est ça, le partage possible avec les autres, c'est juste leur dire de regarder. C'est peut-être pas comme ça, mais si vous regardez bien, vous pourrez un temps le voir comme moi. C'est une façon de voir le monde qui est plutôt réconfortante d'ailleurs. Alors essayons de le voir comme ça un temps infime mais transfiguré. Donc Jean-Marie Fage m'a accompagné à travers toute ma carrière d'écrivain. Nous avons fait ensemble ce petit livre qui appartient à une collection très particulière qu'il défendait. Ça s'appelle le livre pauvre. Il doit y avoir, je crois, 300 ou 400, je ne sais pas exactement, auteurs dans cette collection du livre pauvre. Ce sont des livres qui sont faits, je crois, à 4 exemplaires. Ils sont toujours faits artisanalement à la main. Et ils ont le sujet que choisissent et le peintre, illustrateur, et le poète. Et ça se présente de la façon qu'on voit ici. Une page de droite où il y a une illustration, et une page de gauche, pardon, et une page de droite où de la main de l'écrivain, du poète, il est écrit quelque chose. Alors celui que nous avons fait ensemble s'appelle Heinrich Heine, Le Reich et Velasquez. Le sujet de ce livre, c'est de raconter l'histoire d'une photographie que je dois à Rosy, sur laquelle on voit en 1943 un wagon en gare dans une ville qui doit être en Allemagne, ou peut-être à Mulhouse. Sur cette photographie incroyablement impressionnante pour moi, on voit un officier de l'armée allemande qui a l'air complètement rêveur, qui regarde des enfants qui jouent à ses pieds.
Et au milieu de l'écran, une dame d'une beauté incroyable, qui montre toute sa beauté, extraordinairement attractive, une espèce de Marilyn Monroe du Reich, et des enfants qui jouent, et on voit que le train va partir pour le front. Donc il y a sur cette image toute une série de choses absolument impressionnantes. L'image de la guerre, l'image d'une sorte de sexualité débordante qui apparaît sur cette femme, et deux enfants qui jouent au pied d'un soldat qui est dans un train, alors que bientôt des bombes vont tomber, une espèce de ruine à venir, annoncée. Et ça, c'est l'image du Reich, et ça m'a fait penser au tableau des Ménines de Velázquez, où Velázquez, à l'écart du tableau, regarde les filles du roi, dans leur beauté, leur grandeur, et derrière, au loin, très loin, dans un miroir, on voit Velázquez ainsi qu'on voit le roi. Mais tout ça n'est qu'illusion, apparence, on ne sait plus où est la réalité, où est la vie. Eh ben, on a fait ce petit bouquin ensemble, et il se termine ainsi. Je vais essayer de lire ce qu'il y a marqué. Au propos de ce tableau, l'image avait la force d'une peinture de Velázquez, les Ménines. À son miroir ambigu, un fantôme était apparu. Le frêle enfant de Harry Heine n'était plus, et les cordes de la lyre s'étaient brisées, disparu à jamais, effacé, la corde de la poésie, effacée par Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Donc voilà un livre qu'on a fait encore quelques temps avant sa mort, et où le regard était tourné vers cette image du passé. Alors au sujet de Guy Wick, que j'ai rencontré à Mulhouse au théâtre de Poche, qui était à ce moment-là, qui avait été créé par une dame pleine d'énergie qui s'appelait Paulette Schlegel. Cette dame d'origine juive se battait avec acharnement dans une petite ville de province où il n'y avait qu'un théâtre municipal qui ne représentait que des tournées du Gala Carcenti, de créer un théâtre local, régional, de qualité. Donc elle avait créé une petite école d'art dramatique où elle formait des jeunes, et elle donnait des pièces de théâtre dans son théâtre de poche, où elle m'invitait régulièrement parce que nous étions très liés d'amitié pour entre autres une raison, c'est qu'elle m'avait amené à accéder au poste de président d'une fédération d'associations culturelles dont elle était membre. Et elle avait fait en sorte que je puisse y prendre ma place pour le mener dans le sens d'une grande, ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait dans le temps une grande décentralisation culturelle. Donc Paulette Schlegel donnait des pièces de théâtre au théâtre de Poche, et elle a consacré plusieurs soirées à de la poésie. Et elle a invité un jour, ou plutôt une soirée, Eugène Guy Wick pour y présenter ses œuvres, et elle avait demandé à 3 ou 4 poètes du coin, dont moi, de donner quelques textes à lire, qui ont été présentés peut-être avant ou peut-être après, je ne sais plus, peut-être comme dans les musicals avant La Grande Vedette, et où j'avais donné un texte qu'on pourra retrouver dans le tome 3 qui s'appelle, dans le tome 2 qui s'appelle Les leçons de lumière de mes poésies avec Jean-Marie Fage, qui parlait, comment dire, de la poésie ancienne grecque. Et ça avait été donné, et puis Guy Wick avait entendu tout ça sans commentaire. Il avait eu la gentillesse de dire, en se levant vers 11h du soir, que ceux qui veulent me rencontrer viennent demain matin, place de l'hôtel des Villes à l'auberge du Vieux-Mulhouse à 11h, et nous boirons le pot ensemble. Il est évident que le lendemain matin, à 9h, ou presque, j'exagère à peine,
j'étais installé à la terrasse de l'auberge du Vieux-Mulhouse, et que lorsqu'il est arrivé à 11 heures, nous étions trois, on n'était pas très nombreux, moi, je ne sais plus qui et lui. Et immédiatement, les échanges ont été chaleureux, on a parlé de tout et de rien. Et puis, je lui ai dit, écoutez, avant que vous fassiez cette soirée, je n'avais rien lu de vous, mais je vais me dépêcher de lire tout ce que je pourrais, ayant entendu hier soir des choses qui, à mon avis, ne peuvent que me convaincre. Et puis j'ai lu tout ça, et puis il m'a laissé son téléphone, et puis on s'est téléphoné. Et puis je me suis dit, mais ce serait très bien, puisque Guy Vic avait vécu en Alsace, c'était la raison de sa présence. Son papa avait été gendarme en 1919, dès la libération d'Alsace, dans la commune de Ferrette, tout au sud de l'Alsace, le plus près possible de la frontière suisse. Mais à Ferrette, Eugène Guy Vic avait rencontré son voisin Nathan Katz, le plus grand poète dialectophone du sud de l'Alsace. Ils avaient été amis parce qu'ils prenaient tous les jours le train ensemble, tous les deux, pour aller de Ferrette à Mulhouse. Nathan Katz se rendait, je ne sais plus dans quel endroit, et Guy Vic se rendait au tribunal d'instance de Mulhouse où il avait un bureau. Il m'a expliqué que ça s'appelait agent voyer. Il était chargé de relever au bord des routes le nombre de pommiers qui poussaient et de demander aux gens qui récoltaient sur le bord de route les pommes des pommiers une petite redevance pour avoir le droit de les toucher. Donc il avait un petit bureau dont le hasard a voulu que je l'ai occupé 50 ans plus tard, au premier étage, la dernière fenêtre à gauche du premier étage du tribunal de grande instance de Mulhouse, et il était là. Donc il connaissait Nathan Katz. Et je me suis dit, il faut parler de ça. Et je suis allé voir FR3 Alsace à l'époque, et j'ai dit à son responsable, Martin Alheilig, qui était bien connu à l'époque, écoutez, je pourrais faire un petit film retraçant Guy Vic étant lui-même présent, ce qu'il a fait ici en Alsace, tout ce qui s'est passé, et tous ses rapports. Alors il a connu Nathan Katz, mais il a aussi connu un peintre important de la région, dont le nom m'échappe à l'époque, mais qui me reviendra, avec qui il était très ami. Il a connu Jean-Paul de Dadelsen, qui a mangé maintes fois chez lui, il se connaissait fort bien. Donc il y avait tout un petit groupe de gens qui se connaissaient, y compris la famille Jourdain d'Alkirch, qui est connue dans les annales régionales pour, ça s'appelle les Nuits d'Alkirch. C'était un riche industriel qui recevait dans son petit château d'Alkirch, il était industriel en textile, il recevait une petite intelligentsia parisienne qui venait en voiture le vendredi soir pour dormir le samedi et le dimanche à Alkirch. Et il avait une espèce de petit salon. Donc Guy Vic a connu tout ça. Et Guy Vic m'a donc fait mieux connaître Nathan Katz, que j'avais eu la chance de rencontrer et de fréquenter moi-même, parce que pour terminer sa carrière d'agent commercial, Nathan Katz avait été occupé à sa retraite comme bibliothécaire à la bibliothèque de Mulhouse. Donc quand j'allais chercher des bouquins de latin ou d'anglais ou de littérature, c'était Nathan Katz qui me les remettait. Donc c'est comme ça que j'ai connu Nathan, qui était un charmant vieillard très timide. Et nous avons découvert comme ça des points communs. Quand j'ai connu Eugène, Nathan était mort. Mais Eugène m'a fait connaître Françoise Katz, la fille de Nathan, chez qui nous avons mangé plusieurs fois. Et un beau jour, pendant que nous parlions de choses et d'autres, Guy Vic demande à Françoise Katz, est-ce que tu as encore des documents de Nathan? Elle dit oui, elle ouvre une grande armoire. Elle sort un dossier qui est ici dans une armoire chez moi, et elle en sort un petit conte écrit à la main. Elle dit, celui-là, il est inédit. Il a publié deux livres qui sont deux recueils de contes qui sont très célèbres pour les amateurs de l'alsacien alémanique du Sungo, qui sont Rosala, l'histoire de la petite rose,
C'est un peu l'histoire de l'Arlésienne. C'est l'histoire d'une petite jeune fille qui meurt d'amour pour un garçon qui lui jure qu'il l'épousera. Il part à la guerre et malheureusement il lui a fait un enfant. Et on est certain qu'il l'aurait épousé, mais il meurt à la guerre. Et la fille, évidemment, est une fille mère en 1900, je sais pas, 1913, 14. Tout le monde la montre du doigt dans ce village et elle finit par se jeter comme la belle Ophélie dans la rivière de Lille où elle se noie. Et telle Ophélie flotte sur les eaux avec les cheveux, comment dire, épandus autour d'elle. J'ai traduit cette histoire de la rose là, la petite rose. Il avait écrit un deuxième livre qui s'appelait Xerta Fumaroli, Histoire d'un matou, qui est une histoire merveilleuse d'un gros matou, un méchant qui n'obéit à personne et qui fait tout ce qu'il veut, qui vole tout ce qu'il veut, qui saccage les poulaillers, etc. Enfin, une histoire assez marrante. Et il avait écrit une troisième histoire, puisque l'ensemble forme une trilogie, qui s'appelle Xerta Fum Georges, l'histoire du petit Georges, ou encore dit Georges Alain. Alors j'ai traduit ça, et puis avec l'autorisation de Françoise Katz, et puis je l'ai donné en publication, en ayant fait réviser comment dire, la traduction par Guy Vic, dont peu savent qu'il parlait couramment l'alsacien. Donc il était tout à fait à même de lire, de savoir si ma traduction était bonne. Donc il l'a contrôlé, il m'a dit bon, elle est excellente. J'ai eu la mauvaise surprise de constater, après l'avoir remise à l'éditeur, qui est un assez curieux personnage, qu'il l'avait fait corriger par un monsieur qui ne parlait pas l'alsacien. Ça me choquait, mais aujourd'hui je sais que c'est courant. De sorte qu'elle plaise mieux. Alors il y a des ambiguïtés dans l'alsacien, par exemple. Dans les écoles, il y avait des bonnes sœurs, ça s'appelait comme ça dans le temps, ou des sœurs qui servaient de maîtresses d'école. On les appelait les sœurs ou les bonnes sœurs, au choix, je ne sais pas. Et elles étaient dans les campagnes maîtresses d'école, si bien que l'école laïque française était en fait tenue par des religieuses. C'était assez surprenant. Et donc, ce monsieur qui ne parlait pas l'alsacien, mais qui dirigeait une chronique culinaire dans un important journal régional, et à ce titre-là était connu, a donc signé ma traduction. Mon nom a été enlevé de la traduction, et M. Dupont, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas l'agresser, a signé à ma place. J'ai donc déclaré à l'éditeur que je ne signerai pas le bon à tirer tant que mon nom ne serait pas rétabli. Ce qui fut fait, mais d'une façon pas satisfaisante. Il m'a été promis que l'édition suivante corrigerait cette chose. Et après qu'on soit à peu près mis d'accord, le livre a été publié avec de charmantes illustrations très rigolotes d'un dessinateur local qui ressemble un peu à Dubout en France, qui s'appelait Eugène Noack. Et donc il a dessiné l'histoire de ce petit Georges, qui est un petit garçon qui ne veut pas aller à l'école, qui fait l'équipe buissonnière, qui reste 3 ou 4 jours sans aller à l'école, qui vole les oiseaux dans les arbres. Bref, il finit par se faire attraper, on le remet sur le droit chemin, et l'histoire se termine à peu près comme ça. Donc voilà comment, grâce à Eugène et à Françoise Katz, on a publié le tome 3, ou le verset 3, de la trilogie des contes du Sungo de Nathan Katz. Voilà ce que j'avais à dire sur Eugène Guy Vic, tout en ajoutant, mais je crois que je l'ai déjà dit ailleurs, que nous avons fait ensemble un film qui racontait, sa période alsacienne. Ça s'appelle Guy Vic en Alsace. Le film commence par quelques plans dans la ville de Ferrette, devant une grande muraille, une falaise rocheuse, où il dit et vous, roches à face de juge, vous ne le saurez pas, etc. Donc il dit que les rochers ont des faces de juge. Et comme Eugène Guy Vic est natif de Carnac, tout le monde a toujours pensé que les rochers à face de juge étaient les menhirs de Carnac. Et il dit dans ce film, mais non, c'est bien ici en Alsace, à Ferrette,
que j'ai écrit ce célèbre poème sur les roches à face de Juge. C'est la montagne que vous voyez derrière moi ici à Ferrette, et c'est Nathan Katz qui m'y a conduit, etc. Et Eugène, en se promenant à travers le village et les montagnes, village où il a habité, où on visite son ancienne maison, etc., raconte sa jeunesse dans cette ville de Ferrette, où il ne parlait que l'alsacien, c'est incroyable, où il tombe amoureux d'une jeune fille qu'il envisage d'épouser et qui meurt de phtisie, tout ça c'est d'un romantisme absolument incroyable, où il va passer son baccalauréat dans la ville voisine d'Alkirch, où nous nous rendons dans une salle de classe, où le directeur lit le cahier de présence des années, je sais pas, 1935 ou quoi, où on trouve Givik, etc. Et puis avoir traversé comme ça tout le sud de l'Alsace où il a passé, on se rend ensuite à Paris, dans son appartement, où on voit sa bibliothèque, où je montre qu'il est traduit en 70 langues, hein, c'est pas négligeable. On raconte un peu avec qui il a vécu, les grands noms qui l'entourent, où il dit par exemple que Aragon, parce que tous les deux étaient membres du Parti communiste, à l'époque, Aragon lui dit en pleine réunion d'un, peut-être pas le comité central, mais une importante, Eugène, tu es un enfant, ou arrête de faire l'enfant. Alors il raconte ça, il se fait rabrouer par le grand Aragon. Il montre dans le film son portrait par Picasso, quand même, c'est pas tout à fait rien. Et puis ça se termine par une balade au bord du Rhin, à hauteur à peu près de là où habitait Jean-Paul de Dadelsen, là où il y a quelques photos connues de Jean-Paul de Dadelsen au bord du Rhin avec son père et sa mère, quelques années avant de mourir d'un cancer du cerveau. Et donc on a filmé le reste, et puis après c'est un départ vers Paris. Voilà, donc ce film a été fait comme ça, grâce au nom de Guy Vic. Voilà. Et je crois que c'était le scénario qui était à toi, je ne connais pas. Alors j'étais scénariste du film, et puis FR3 qui l'a produit, je crois, entre 3 régions réunies. J'ai également été producteur de ce film. J'ai pas été réalisateur parce que à l'époque je faisais pas bien la différence, donc j'ai pas participé au choix des cadrages, etc. Mais néanmoins j'ai eu la possibilité quand même d'orienter la position de la caméra pour montrer où je voulais qu'on voit les choses, parce que je tenais à montrer notamment les grands vallonnements qui sont pas très loin par moments de ceux de la Beauce, du Sundgau, dans les parties où on fait des céréales, etc., où on a des beaux horizons, de belles vues sur l'infini. Donc là, j'ai pu y participer. Alfred Kern est un personnage important de la littérature alsacienne. Il a été lecteur chez Gallimard. Il vit toujours ou non? Non, il est mort il y a à peu près une quinzaine d'années. Alfred Kern est un personnage important auquel j'ai accédé par l'entremise d'un ami dont le père le connaissait bien. Alfred Kern était lecteur chez Gallimard, il a donc sélectionné pas mal d'auteurs. Et Alfred Kern était un germaniste, de haut vol, puisqu'il parlait couramment l'allemand. Il s'exprimait littérairement tant en allemand qu'en français. Arfuyén a publié post-mortem, 2 ou 3 ans après sa mort, un recueil de poésie en allemand. Mais Kern, qui a eu, je crois, un prix Renaudot, c'est pas tout à fait rien, qui a été pas loin d'avoir un Goncourt, était un personnage, tout à fait capable de discerner qui était bon et qui était mauvais dans les candidats à la littérature parisienne ou environnante. Donc son nom m'avait été cité par un ami qui était Jean-Louis Offet, aujourd'hui décédé, qui était le fils d'un autre Offet qui est très célèbre en Alsace pour un livre qui s'appelle Psychanalyse de l'Alsace, qui a été un best-seller incroyable de l'après-guerre. Offet père était un pasteur protestant, il appartenait à ce qu'on appelle à Mulhouse la HSP, la Haute Société Protestante, qui est, le nec plus ultra
de l'élite intellectuelle et grand-bourgeoise de l'Alsace calviniste, puisqu'il y a des calvinistes et des luthériens. Le calvinisme, dans son esprit, j'avais une grand-mère calviniste et une grand-mère luthérienne et un père catholique. Moi, je ne suis rien de tout ça. Je ne suis plus rien de tout ça. Ma grand-mère calviniste méprisait ma grand-mère luthérienne comme appartenant à une branche inférieure du protestantisme. Et donc, M. Offet avait fait un bouquin remarquable de lucidité qui utilisait, comment dire, le principe freudien pour analyser tous les petits travers des Alsaciens et était fort connu. Donc, il connaissait beaucoup de monde à l'époque. C'était tout de suite après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Jean-Louis m'avait dit, tu devrais aller voir Kern, c'est un type intéressant. Et je suis allé le voir. Il habitait à ce moment-là dans la vallée de Münster à Haslach. J'ai beaucoup de séries de photos de lui à ce sujet-là. Et nous avons beaucoup partagé. Nous nous sommes liés d'amitié aussi. C'est une amitié importante de ma vie. Kern avait une caractéristique particulière qui n'est pas très loin de la mienne. C'était qu'il était un peu touche-à-tout, mais dans des domaines où j'ai moins touché. Il faisait de la photographie, ce que j'ai fait, mais où je fais encore, mais il a aussi fait des choses très curieuses qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des, je ne sais plus le terme, c'est pas des montages, des assemblages, c'est il composait des tableaux de personnages avec des poupées, des tas de choses. Il fabriquait des sortes de tableaux de petite taille dans lesquels on pouvait trouver à la fois des fleurs ou des choses, mais en général il essayait de reconstituer des compositions tout à fait particulières. Il en avait un grand nombre et qui étaient impressionnantes. Avec les objets, avec les... Faites avec des objets. Alors ça avait à peu près la taille d'une vitrine, par exemple, de 30 sur 40, non, de 60, d'un mètre 20 sur 60 cm de profondeur. Je cherche le nom actuel. Quand on fait ça aussi aujourd'hui dans des musées. Comme des installations. Des installations. Avant l'heure des installations, il faisait des installations de modèles réduits chez lui. Il avait un gros problème psychanalytique à résoudre, c'est que son fils faisait la même chose. Et son fils était créateur sa profession, c'était d'être un peu peintre, mais beaucoup installateur, si je peux dire. Et le père faisait des choses semblables à celles de son fils, mais d'après ce que j'ai compris, avec un succès plus grand. Donc il avait un complexe de culpabilité invraisemblable à l'égard de son fils, dont il avait l'impression qu'il lui barrait la route en faisant ce qu'il faisait, mais il ne pouvait pas s'empêcher de le faire parce qu'il avait envie de le faire. C'est un truc assez tordu. Donc j'avais amené des poésies à Alfred Kern, qui est le seul, je crois, qui m'a dit vraiment, d'une façon claire, dans toute ma vie, qu'il aimait bien ma poésie. Et qu'il allait faire ce qu'il faudrait. Puis là-dessus, il est mort. Donc ça a été la séquence Alfred Kern, qui est un grand souvenir de ma vie, dans la mesure où, peu après avoir connu Guy Vic, j'ai rencontré la deuxième personne de notoriété vraiment considérable autour de moi. C'était avant de rencontrer Jacques Ottet. J'avais déjà rencontré Charles, mais ça faisait pas vraiment, on ne pouvait pas considérer ça comme une mise en satellisation, je veux dire, c'était une rencontre sans plus. Jean-Marie Fage était un personnage tellement doux et tellement sans ambition qu'on ne pouvait pas dire que Fage allait m'ouvrir les portes de la renommée. C'était pas le but, ni le sien ni le mien. Et puis Kern, c'était autre chose, c'était pas mal. Alors là, on a bien sympathisé et on avait un point commun qui était d'avoir un grand goût pour la langue allemande, dont j'ai traduit beaucoup de textes, notamment des textes de Heine, mais pas seulement des textes de Heine, j'ai traduit des textes de... J'ai passé 40 ans de ma vie à traduire de Goethe le Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, qui a été mis en musique évidemment par Schubert. Schubert a fait un livre qui s'appelle le Roi des Zones, Erlenkönig. Et donc j'ai traduit ça aussi. Depuis 50 ans, je le modifie, je le traduis pour être au plus près, de façon sonore, du texte. Parce que
le problème dans Le Roi des Aulnes de Goethe, c'est que c'est un poème qui raconte l'histoire d'un père qui porte son enfant dans ses bras, il est sur un cheval, et son cheval avance dans la nuit en direction du manoir où il habite, et quand il arrive, l'enfant est mort. Et ce qu'on entend du début à la fin, c'est non pas une poésie, comment dire, il y a de l'émotion évidemment, mais ce que dit la poésie, c'est le bruit du pas du cheval qui marche. Je le dis pour qu'on l'entende. Il dit Wer reitet so spät durch Nacht und Wind. Le cheval, il fait ta 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 ta. Es ist den Vater mit seinem Kind. C'est le père et son enfant. Et tout le texte est au pas de la foulée du cheval. Donc, il ne s'agit pas de traduire littéralement des mots, mais il s'agit aussi de restituer le rythme que Goethe a voulu donner. À quoi s'ajoute le fait que ce poème, qui est une histoire assez épouvantable, parce que qu'est-ce qui se passe? Le petit garçon dans les bras de son père dit à son père « Papa, je vois au loin le roi des aulnes ». Et son père lui répond « Tu te trompes, mon fils, ce ne sont que des herbes que pousse le vent ». Il lui dit « Non, non, il me parle, il me dit « Viens chez moi, mes fils au cru pontois, elles t'emmèneront danser, et moi je te prendrai dans mes bras », pas littéralement, « parce que je t'aime, und mich reizt dein Gestalt, et la beauté de ton corps me séduit ». C'est presque un poème de pédophilie, où le roi des aulnes dit au petit enfant « Je te désire », ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Et à la fin, le petit garçon dit à son père « Mon père, il m'a pris » et il meurt. Et à la fin, le père arrive avec l'enfant, quand il arrive chez lui dans son château, « In seinen Armen das Kind war tot » et dans ses bras, son fils était mort. Donc, depuis 40 ans, je corrige la scansion de ce texte pour restituer la dynamique des sons et la fidélité aux paroles psychanalytiques de Goethe. Voilà donc sur ce qui concerne... Et c'était le point commun que j'avais avec Alfred Kern, d'aimer la littérature allemande, dont j'ai hérité, ce n'est pas un hasard pour le choix de mon nom, une bibliothèque considérable de tous les classiques allemands, propriété de Charles Walker, mon grand-père, série de livres qui sont toujours là, écrits en allemand gothique, et que j'espère léguer à quelqu'un un jour, où il y a tout le fond de la littérature classique allemande que je lis aujourd'hui encore. Si j'ouvre la Frankfurter Allgemeine, la moitié des mots, je ne les comprends plus. Si j'ouvre du Heine, je comprends tout. L'allemand a tellement changé. C'est ce que je raconte ici, dans ce Heine, où il parle de l'Allemagne. Je dis l'Allemagne que nous avons connue, celle de la belle langue de Heine, n'est plus. Elle a été détruite irréversiblement par le Reich de Hitler, et elle n'a jamais été reconstruite. Et moi, j'aimerais pas qu'on détruise aujourd'hui la belle langue de Voltaire et de Rousseau pour la remplacer par des propos à la, comment dire, propagande hongroise que j'ai entendu l'autre jour à la télévision.